Donc l'enregistrement est lancé. Et vous êtes donc ici, on est ensemble pour 1 heure. Ravie de vous accueillir ce soir. Ce soir, on parle de recyclage, mythes et réalités. Pourquoi est-ce que c'est important de traiter ce sujet, encore aujourd'hui? Surtout parce que le tri et le recyclage, font l'objet de beaucoup de croyances et beaucoup d'ignorance. Surtout parce que le sujet est complexe et parce qu'il y a beaucoup de nuances à apporter dans les propos, parce que s'occuper de nos déchets, c'est a priori pas un sujet de prédilection ou un sujet de passion pour le commun des mortels. Donc c'est un peu le challenge qu'on se donne ce soir si on arrive à vous intéresser à ce sujet, c'est de clarifier les mythes et les réalités du tri et du recyclage, parce que prendre soin de la planète, c'est quand même à la portée de tout le monde et puis ça commence dès le geste apparemment le plus anodin qui soit, qui est de jeter quelque chose à la poubelle. On espère qu'après cette conférence, vous verrez plus votre, poubelle du même œil. Un petit mot sur État sauvage. État sauvage, c'est une association cofondée en 2019 et qui a pour objet de renforcer les liens positifs que l'humain entretient avec la nature. On a 3 piliers, majeurs qui centrent nos activités autour de la préservation de la biodiversité et des milieux naturels sauvages via des actions de sensibilisation du public, comme celle-ci par exemple. La sensibilisation et l'éducation à l'écologie, le partage de connaissances et le savoir-faire respectueux de l'environnement plutôt. Et enfin, la plantation d'arbres, comme avec le projet Forêt sauvage qu'on porte aussi en ce moment, pour aider à la séquestration du carbone, et la régénération de la biodiversité et la gestion raisonnée des ressources. C'est bon pour moi. Moi, je laisse la parole à Anne, qui est également bénévole chez État sauvage et qui est cofondatrice de Zero Waste Saint-Ouen, un groupe local de l'association Zero Waste France. Anne, la parole est à toi. Et je pense que j'avais... Et ton micro est activé, oui. On a 2 nouvelles personnes Oui. qui nous rejoignent. Je t'en prie, c'est à toi. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Alors, je me présente, enfin, Sophie vient de me présenter et pourquoi ce soir on va parler de recyclage. Alors, pour la très grande majorité des Français, le geste de tri est le geste numéro 1 pour l'environnement. Et ce geste de tri, dans l'inconscient collectif, il est associé directement au recyclage. Quand on pense au recyclage, on imagine une économie circulaire, comme il existe dans la nature, un recyclage à l'infini, une boucle vertueuse, et en tous les cas, on a très très envie d'y croire. Alors je vous propose ce soir d'aller regarder d'un peu plus près et de voir si le recyclage tient vraiment ses promesses. Alors il existe une hiérarchie pour les modes de traitement des déchets, du plus vertueux vis-à-vis de l'environnement au moins vertueux. Donc en premier lieu, on a réduire. Réduire, c'est-à-dire préserver les ressources, ne pas faire des ressources des déchets. Je me permets juste, on ne voit pas les slides. Ah, alors attendez, on est en train de regarder. J'attends que vous ayez le slide sous les yeux. C'est tout bon. Est-ce que c'est bon? Oui, tout bon, merci. Oui, d'accord, ok, merci on Anne. poursuit alors. Donc je reprends en premier lieu, c'est réduire. Donc réduire, c'est-à-dire préserver nos ressources, ne pas que nos ressources ne deviennent pas des déchets. En second lieu, réutiliser, réemployer, essayer d'allonger au maximum la durée de vie d'un objet afin qu'il devienne un déchet le plus tard possible. En troisième lieu, arrive recycler. Donc recycler, on pourrait l'exprimer aussi d'une autre manière, c'est-à-dire essayer de faire de nos déchets de nouvelles ressources. Ensuite, et là, les impacts environnementaux commencent à être importants. Valoriser. Valoriser, c'est un joli mot qui veut dire, en tout cas pour la valorisation énergétique, c'est-à-dire l'incinération, en récupérant une partie de l'énergie calorifique. Et en dernier lieu, éliminer. Éliminer, c'est soit via l'incinération, soit via l'enfouissement. Le Code de l'environnement reprend d'ailleurs la règle des 3 R, c'est-à-dire les 3 plus vertueux, réduire, réutiliser et recycler. Ça, c'est la théorie.
Dans les faits, c'est plutôt le recyclage qui est mis en avant au niveau communication, le tri, le recyclage, et non pas la réduction des déchets ou le réemploi, qui ne sont pas autant encouragés ni soutenus. Alors, je vous propose d'aller jeter un petit œil pour commencer à notre bac de tri. Et je dis bien bac de tri et non pas bac de recyclage. On a vraiment tendance à confondre les deux. Je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible pourquoi, la différence. Il y a 2 ans, avant 2020, le bac de tri s'appelait effectivement le bac de recyclage, là où on met nos emballages, la poubelle jaune. C'est-à-dire que tout ce qu'on mettait dedans était effectivement recyclable. Depuis 2020, l'extension des consignes de tri a commencé à être mise en place, ou la simplification du tri. Pour l'instant, il y a 1/3 des Français qui sont concernés. D'ici à l'horizon 2023, tous les Français seront concernés. Et maintenant, dans cette poubelle, on peut mettre tous les emballages. Alors, maintenant qu'on met tous les emballages, on s'aperçoit que seulement 50% sont recyclables, 25% sont à développer, c'est-à-dire qu'une filière est en train d'être étudiée, on est en train d'étudier une technique, mais ce n'est pas encore le cas, ça peut être demain, mais ce n'est pas encore le cas, et 25% sont non recyclables. Voilà, donc la poubelle de tri, maintenant, il faut arrêter d'appeler la poubelle de recyclable. Si vous êtes passé à l'extension, c'est une poubelle de tri. Ensuite, 2 autres termes qu'on confond beaucoup, ce n'est pas parce qu'un emballage, je vais parler principalement des emballages ménagers aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'un emballage est recyclable qu'il va être nécessairement recyclé. Il va être recyclé s'il existe une filière de recyclage, c'est-à-dire si la technique existe, si un recycleur, donc qui va transformer le produit, est intéressé et est prêt à lancer son entreprise. Et enfin, s'il existe un débouché, c'est-à-dire si la matière recyclée va intéresser derrière des acheteurs. Je vous donne quelques chiffres du recyclage par matériau. Donc, ça concerne les emballages ménagers. Donc, toujours cette poubelle de tri. Donc, l'acier, on a un taux. Donc, ces taux-là, ce sont les taux de ce qui a été collecté et recyclé. L'acier, on est à 100%. Je pense que ça ne concerne pas beaucoup d'emballages en acier. Ensuite, on a l'aluminium. Donc, collecté et recyclé, c'est 48%. C'est moyen, 48%. Le papier et le carton à 70%, ce qui paraît plutôt bien. Le verre, 85%. Ça correspond à peu près à ce qui est collecté. Quasiment tout le verre collecté va être recyclé. En effet, c'est un très bon taux. Et là où on tombe un petit peu des nues, c'est pour le plastique. Le plastique, on est très, très en dessous. Si ce n'est les bouteilles et flacons qui sont les matériaux vraiment recyclables, ceux qui font partie des 50% recyclables. Les autres emballages en plastique, on est à seulement 5%. Alors du coup, quelques petits chiffres dans le monde. On va parler aussi principalement du plastique. C'est vraiment ça qui est problématique et qui a des très mauvais résultats. Le plastique dans le monde, c'est 9,2 milliards de tonnes qui ont été produites depuis 1950 et seulement 9% ont été recyclés. Alors, maintenant, je vais essayer de vous dire, parce que ce n'est pas si simple d'avoir des chiffres, quels sont les plastiques qui vont être véritablement recyclés dans votre poubelle de tri. Donc, tout d'abord, il y a les bouteilles d'eau en PET, c'est les bouteilles claires, transparentes. Ensuite, il va y avoir les bouteilles de lessive, de shampoing, qui sont en plastique opaque, plus rigide, en PEHD. Et ensuite, les films en polyéthylène, les blisters qui entourent les palettes, qui entourent nos journaux, par exemple. Donc ça, ce sont les 3 flux qui, pour tous les Français, que vous soyez passé en extension de consigne de tri ou pas, sont recyclables et sont recyclés. Ensuite, pour ceux qui sont passés déjà à l'extension des consignes de tri et ceux qui vont, donc, pour ceux qui ne sont pas encore, ça ne va pas tarder, il y a 2 autres plastiques qu'on sait qui peuvent être recyclés. C'est le 4 et le 5. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser une petite chose. Pour trouver ces petits sigles qui vont vous indiquer justement la recyclabilité, ça se situe généralement au dos des bouteilles ou sous les emballages. Vous avez un petit signe avec l'anneau de Möbius et le petit chiffre qui indique le type de matériau. Donc, en ce qui concerne le 4 et le 5, donc pour les extensions de consignes de tri, en fait, je ne peux pas vous donner des chiffres par collectivité. Pour ça, il faut vraiment aller voir quels contrats ont été passés entre les collectivités et les recycleurs. Ça va changer selon les régions.
Je repasse rapidement à mon petit schéma de la poubelle de tri. Donc, dedans, on a 50% de recyclables, ça, on vient d'en parler. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les 50% restants? Ils ne vont pas être recyclés, ils vont être valorisés énergétiquement. C'est un joli mot qui signifie quand même une incinération, avec récupération d'énergie calorifique, certes, mais un impact environnemental énorme. C'est-à-dire que pour une tonne de déchets brûlés, on va récupérer 250 kg de cendres polluantes qu'on appelle les mâches-fer, dont 2/3 vont être recyclés, on va dire, pour faire les sous-couches de nos routes, par exemple. Et 1/3 vont être stockés dans des centres de stockage pour déchets toxiques. Et on va aussi avoir 25 kg de déchets toxiques qui vont partir dans des décharges spécifiques en France ou dans les mines de sel en Allemagne. Un petit schéma pour vous expliquer les étapes du recyclage. Vous mettez vos déchets, vos emballages dans le bac de tri. Ceux-ci vont être collectés par les camions. Ils vont être acheminés vers un centre de tri où ils vont être séparés par flux, mécaniquement, optiquement ou à la main. Ensuite, par déchets, on va les compacter en espèce de gros ballots qu'on appelle des balles, qui vont être acheminés jusqu'au recycleur. Le recycleur va transformer ces matériaux en matière recyclée, qui vont être revendus au même titre que de la matière vierge à une industrie. Et vous verrez que dans quasiment tous les cas, je vais vous expliquer un peu plus tard, il y aura besoin d'ajouter de la matière vierge à la matière recyclée pour recréer derrière un nouveau produit. Maintenant, on va passer aux limites. Tout d'abord, je vais vous parler du verre, de l'aluminium, des papiers cartons, et dans un second temps, je vais vraiment parler du plastique, qui est le plus problématique. Donc, pour le verre, on a un taux de collecte et de recyclage, donc de matière recyclée, qui est de 85%, ce qui est plutôt bien. Ça signifie que le geste de tri du verre est quelque chose qui est vraiment bien rentré dans les habitudes. Bon, il nous reste 15%, on peut faire encore un peu mieux. Le verre se recycle très bien, il se recycle quasiment à l'infini, il y a toujours un petit peu de perte, mais il se recycle à 100%. Le gros impact, c'est la consommation d'eau et d'énergie, puisqu'il faut faire chauffer des fours à 1400 degrés, donc évidemment on a énormément d'énergie. Ensuite, l'aluminium. Alors lui, il est recyclé à 48%, ce qui peut paraître un peu faible, étant donné que c'est une matière qui se recycle très bien aussi, quasiment à l'infini, en se dégradant quand même un petit peu, mais ça se recycle quasiment à 100% quand même. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de dispersion de la matière. Il y a beaucoup d'aluminium sur lequel on ne va jamais remettre la main. Déjà, de l'aluminium qui va se trouver dans des petits opercules de bouteilles, dans énormément d'objets, on a un petit peu d'aluminium. Ça, on ne remettra jamais la main sur ces ressources. Donc, ça va être perdu. Et ensuite, la plupart des centres de tri en France ne sont pas équipés de machines capables de distinguer, de trier des tout petits morceaux d'aluminium. Ils vont passer à travers. Pour qu'ils soient captés, il faut qu'ils fassent 70 mm minimum. Donc, quand vous mettez de l'aluminium dans votre bac, vous pouvez essayer de compacter, de faire des gros morceaux pour qu'ils puissent être captés plus facilement. Ensuite, la limite physique, c'est qu'une petite partie d'aluminium, quand même, quand il va être utilisé, va être oxydé. Ça peut aller jusqu'à 5% quand même. Donc, c'est une perte de matière. Et c'est aussi, le processus de recyclage est aussi consommateur d'eau et d'énergie. Je finis avec le papier et les cartons. Alors, le papier, ça se recycle 5 à 6 fois. Le carton, jusqu'à 10 fois. Donc là, on n'est plus du tout dans un recyclage à l'infini, c'est assez limité. On va avoir une dégradation de la fibre à chaque cycle de recyclage. Et ça va aussi être très consommateur d'eau et d'énergie. On arrive au plastique. Donc là, j'ai classé en plusieurs catégories. Pourquoi les plastiques en fait, le gros problème, c'est la pollution plastique. Enfin, je pense que là-dessus, on en parle vraiment de plus en plus, la présence de nanoplastiques dans tous les écosystèmes. Enfin, voilà, on a vraiment un gros problème de pollution et le recyclage est en plus très limité. Donc, on va traiter ça un peu plus en profondeur.
Les limites physiques ou intrinsèques à la matière plastique, déjà, c'est la dégradation de la matière. Le plastique va se recycler 2, 3, 4 fois grand maximum. Il va être extrêmement dégradé à chaque cycle. Et dès le premier cycle, par exemple, le plastique transparent va devenir opaque. Donc, dès le premier cycle, si on veut recréer un objet transparent, il va falloir réinjecter énormément de matière vierge. Donc ça, c'est vraiment la grosse limite du plastique, c'est qu'il faudra injecter beaucoup de matière vierge. Pour vous donner un chiffre, en Europe, la moyenne, le pourcentage de matière recyclée dans un nouvel objet est de 6 à 8%. C'est extrêmement faible. L'autre problème qu'on a avec le plastique, c'est les contaminations. Quand il va être mélangé avec des colorants, avec des additifs, avec des colles, des résidus, du chlore, on ne va pas pouvoir toujours le reséparer ensuite. Donc, on va se retrouver avec des emballages, notamment pour emballer de l'alimentaire, ça ne va plus être possible. Il va y avoir dedans des choses toxiques, quoi. Donc, ça ne va plus être possible. On en vient aux limites techniques. Un des gros problèmes qui fait que le recyclage plastique n'est pas efficace et très complexe, c'est qu'on a dans des emballages parfois jusqu'à 10 matériaux différents qu'il va falloir ensuite séparer. Donc, ça demande des techniques très complexes et ça augmente également le coût du recyclage. On va avoir une multiplicité d'emballages mis sur le marché. Les metteurs sur le marché ont toujours de nouvelles idées marketing, bon, parfois justifiées, mais parfois pas, et continuent de mettre sur le marché de nouveaux emballages différents avec différents matériaux. Et donc, à chaque fois, il faut réadapter derrière, retrouver des techniques de recyclage. Ça complexifie énormément le procédé. Et on a également l'utilisation de polyplastiques, donc des plastiques qui sont mélangés dès le départ. Et ça, on ne pourra absolument pas reséparer les flux au cours du recyclage. Les limites économiques, il y en a beaucoup. Le marché du recyclage n'est pas stable du tout. C'est assez compliqué d'être un recycleur qui va essayer d'être rentable. Déjà, ça va dépendre du flux entrant, du nombre d'emballages qui vont arriver chez lui. Ça peut être assez fluctuant, donc au niveau rentabilité, ça peut poser des problèmes. C'est aussi dépendant du prix du pétrole, le plastique recyclé va rentrer en concurrence avec du plastique vierge au moment où il va être acheté par l'industriel. Et si les prix du pétrole sont bas, le plastique vierge va être peu cher et va être même parfois moins cher que le plastique recyclé. Donc évidemment, le recycleur ne va pas arriver à vendre ce qu'il a transformé. Il y a ensuite, pour certaines filières, pas de débouchés. Avec les nouveaux emballages qui arrivent, on ne sait pas forcément qu'en faire et ils sont dégradés. Il n'y a pas forcément de débouchés derrière. Et enfin, le recyclage a un coût extrêmement élevé. Alors du coup, qu'est-ce qu'on découvre derrière ce mythe ? Tout d'abord, un impact environnemental très fort, une extraction de ressources permanente qui alimente en fait le recyclage, puisqu'on ne peut pas faire d'un objet le même objet et la même quantité. Ça cache aussi une hausse de la production. Donc, on n'arrête pas de produire des emballages de plus en plus et on prévoit d'en produire encore plus, de plus en plus de plastique. Malgré les problèmes qu'on connaît, les prévisions sont à la hausse, clairement. Il y a ensuite, pour tout procédé de recyclage, que ce soit le verre, l'aluminium, le plastique, une énorme consommation d'eau, des émissions de CO2, et notamment dans les transports, entre le moment où on jette jusqu'à ce qu'on l'amène au recycleur, et enfin voilà, il y a énormément de transports. Et la pollution, il y a des émanations de gaz toxiques lors du procédé. Et par exemple, il y a aussi un effet que j'appellerais effet rebond. Le PET, par exemple, qui vient des bouteilles plastiques transparentes, après le premier recyclage, ça va souvent faire de la fibre synthétique pour faire des vêtements, par exemple des polaires ou d'autres vêtements. Et quand on va les mettre à laver, il y a des petites fibres qui vont s'en aller, qui vont partir dans l'eau et qui vont finir évidemment dans nos océans. Donc, dès le second cycle de recyclage, le plastique part dans la nature. Également, je vous rappelle la règle des 3 R qu'on a vue au tout début. Donc, 1, réduire, 2, réutiliser, 3, recycler. Donc, la priorité devrait être mise
à la réduction. Et on voit que finalement, le recyclage va à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'il encourage la consommation en nous déculpabilisant. On a l'impression qu'une fois qu'on a utilisé un emballage, on le jette, on le trie, il va être recyclé, donc je peux continuer à consommer. Il se fait aussi l'alibi du tout jetable. C'est-à-dire qu'on conçoit énormément d'emballages à usage unique, mais c'est pareil, comme on se dit que ça va être recyclé derrière, on peut continuer à consommer, à jeter, à n'utiliser qu'une fois, avoir des durées de vie extrêmement limitées. Et enfin, pour que le recyclage soit rentable, on a besoin d'un flux, ce qui est totalement contraire, évidemment, à la réduction. Il faut continuer de consommer pour que le recyclage puisse être efficace. Donc ça se contredit totalement. Et puis quelques petits effets de greenwashing pour terminer ce qui se passe, de vous dire ce qui se passe derrière ce mythe. Des effets d'annonce. Je pourrais parler de la campagne, par exemple, de Head & Shoulders en 2017, qui a proposé à des citoyens d'aller ramasser du plastique sur les plages et qui a produit une gamme de bouteilles en série limitée, estivale, avec ce plastique recyclé. Donc, les bouteilles contenaient 25% de plastique recyclé. Ils en ont produit 150 000. C'était une édition donc limitée, sachant qu'ils produisent 500 millions de bouteilles par an sur toute l'Europe. Donc, une petite goutte d'eau, mais qui a pris énormément de place dans les médias. Ensuite, on a le mythe du bottle to bottle, donc de bouteille à bouteille. C'est-à-dire que dans l'inconscient, enfin, ils aiment beaucoup utiliser ce terme, et c'est vrai qu'on imagine que d'une bouteille d'eau, on va refaire une bouteille d'eau. Alors, on peut le faire, mais pas avec une seule bouteille. On arrivera à obtenir une bouteille 100% recyclée, mais pas avec une seule bouteille. Alors, on n'a pas les chiffres, je ne peux pas vous donner de chiffres parce que j'en ai pas. Mais voilà, une bouteille ne donnera jamais une bouteille. Une canette ne donnera jamais une canette. C'est impossible. Et enfin, parler d'économie circulaire, donc ça qui fait partie des choses qu'on a envie de croire, hein, une économie circulaire, ça n'existe que dans la nature. En fait, on peut penser au compostage si on veut. Mais là, pour le recyclage, c'est pas possible. Les capsules Nespresso, par exemple, maintenant sont recyclées, parce que ça a fait un grand scandale écologique, donc ils ont vite reverdi leur image. Et elles sont recyclées et on fabrique des capes de vélo, ce qui est plutôt bien. C'est presque même de l'upcycling, on a l'impression de monter d'un niveau de qualité. Mais ils vendent ça, ils parlent d'économie circulaire quand ils décrivent ce procédé, sauf qu'une fois que ce sont des capes de vélo, a priori, on ne va pas en refaire, on ne sait pas trop si ça va être recyclé derrière, en tout cas, on ne va pas refaire des capsules, enfin, il n'y a pas de cercle qui se ferme. Ça, c'est du greenwashing. Alors, quel est le rôle des éco-organismes et des pouvoirs publics dans tout ça, dans le recyclage? Alors, les éco-organismes. Les éco-organismes ce sont des organismes privés agréés par l'État. Ils sont chargés de collecter les éco-contributions des metteurs sur le marché. Les metteurs sur le marché, c'est les producteurs et les distributeurs. Et ils doivent ensuite redistribuer cet argent aux collectivités pour qu'elles financent le traitement des déchets. Pour les emballages, l'organisme, c'est Citeo. Et alors, son rôle est aussi de mettre en place des mesures incitatives, voire des sanctions pour les metteurs sur le marché, au cas où les plastiques ne soient pas recyclables, pour les inciter à ce qu'il y ait moins de complexité dans les emballages, à utiliser des emballages principalement monomatériaux et à standardiser les contenants. Ces mesures sont, donc c'est un principe de bonus-malus. Dans les faits, il y a beaucoup de malus de bonus qui sont distribués et beaucoup moins de malus. C'est plutôt la carotte que le bâton. Et on a encore 50% des emballages qui ne sont pas recyclables. Donc, on voit bien que ça ne marche pas. Il faut que ce soit beaucoup plus fort. Pour parler de la standardisation des contenants, je vais vous donner un petit exemple. Au Japon, les industriels et tous les acteurs du recyclage se sont mis d'accord pour produire un seul type de bouteille en PET transparent. Il n'y a pas de colorant dedans.
Et du coup, ils obtiennent le recyclat le meilleur du monde, le meilleur recyclat du monde, le plus blanc, alors que chez nous, c'est un petit peu jauni parce qu'il y a plein de colorants dedans. Donc, ils se sont mis d'accord et ils obtiennent un recyclat beaucoup plus performant, de bien meilleure qualité. L'autre rôle donc, des éco-organismes, c'est justement de coordonner les acteurs du recyclage, les metteurs sur le marché et les recycleurs. Alors que souvent encore, on met sur le marché un emballage et ensuite on cherche une solution de recyclage. Donc il ne faut pas que ça se passe dans ce sens-là. Donc là-dessus aussi, il y a encore du travail. Ensuite, il faut promouvoir la réduction à la source. En fait, ça devrait être la priorité. Dans la communication, je pense que vous le voyez autour de vous, autant que moi, on parle de tri, on parle de recyclage, on parle extrêmement peu de réduction à la source. Et en deuxième lieu, ils doivent soutenir les alternatives réutilisables. C'est pareil, on n'en parle pas beaucoup. Ils doivent aussi, ça c'est moi qui le dis, mais ils devraient informer des limites du recyclage comme je suis en train de vous le faire. Enfin, il faut que les citoyens soient au courant des limites pour pouvoir aussi aider à optimiser ce recyclage. Et enfin, relancer et soutenir la consigne en verre, parce que si le recyclage du verre, effectivement, émet beaucoup moins de CO2 que l'extraction de matières vierges, si on passait à la consigne, on gagnerait en plus 70% d'économie d'énergie. Et nous, au quotidien, parce que bon, les éco-organismes et les pouvoirs publics ont du travail, mais nous, on peut faire énormément de choses au quotidien et se souvenir justement de la règle des 3 R. Alors, en premier, continuez de trier, parce que je vous ai peut-être un petit peu découragé en vous révélant ce qu'il y a dans votre poubelle de tri et le faible taux de recyclage, mais il faut absolument continuer de trier, puisque tout ce que vous ne triez pas et qui pourrait être recyclé derrière va être incinéré ou enfoui. Et actuellement, il y a 40% des déchets qui auraient pu être triés qui se retrouvent incinérés. Donc, continuez de trier. En plus, la filière de recyclage, ça se développe quand même, donc peut-être que un emballage qui n'est pas recyclable aujourd'hui le sera dès demain. Donc, mettez vos emballages triés. Ensuite, bon, tout arrive un petit peu vite, mais je vais vous parler de tout ça. On peut refuser. Refuser, ça veut dire quoi? Par exemple, quand vous allez à la boulangerie, est-ce que vous avez vraiment besoin du sac en papier dans lequel on va mettre le pain et que vous allez jeter 1 minute après? On peut refuser et éviter, réduire un petit peu ces déchets. On peut ensuite réparer, réutiliser, réemployer, allonger au maximum la durée de vie d'un objet. Mutualiser. Si on fait la raclette 1 fois par an, est-ce qu'on a besoin d'avoir un appareil à raclette? On peut peut-être se prêter ça avec les voisins. Acheter de seconde main. Alors, acheter en seconde main, c'est-à-dire utiliser les objets qui ont déjà été fabriqués pour extraire moins de nouvelles ressources. Consommer local et de saison. Alors, quel est le rapport? Si, il y en a un. S'il y a autant d'emballages, alors souvent, il y a une histoire de marketing, mais c'est aussi pour protéger et pour conserver les aliments qui voyagent de plus en plus, qui sont stockés de plus en plus longtemps. Donc, si on consomme local et de saison, on va forcément réduire derrière les emballages. Privilégier le moindre emballage. Quand vous faites vos courses, vous pouvez quand même choisir les yaourts qui n'auront pas en plus un petit emballage en plastique ou en carton. Si le déchet ne peut vraiment pas être évité, maintenant que vous savez décrypter les petits logos à l'arrière, privilégiez celui qui va être recyclable et évidemment, triez-le derrière. Trouver des alternatives aux jetables. On peut trouver des rasoirs réutilisables, des cotons démaquillants lavables, des couches lavables, des protections hygiéniques lavables. Il y a beaucoup d'alternatives. Acheter en vrac, passer au savon solide, au shampoing solide, ça marche très bien. Vous allez éviter beaucoup de bouteilles. Pour aller un peu plus loin, fabriquer vos propres produits ménagers, fabriquer vos cosmétiques. Est-ce que j'en oublie? Et quelque chose qui est assez important en ce moment, vu qu'on ne peut plus aller au restaurant, quand vous allez chercher, vous équiper de contenants pour la vente à emporter. Quand vous allez chercher votre repas, amenez vos contenants. Sachez que depuis le 1er janvier 2021, la nouvelle loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire vous donne le droit d'amener vos propres contenants chez tous vos commerçants, à condition qu'ils soient de taille adaptée et propre, bien entendu. Voilà, donc c'est tout un tas de choses que vous pouvez mettre en place
petit à petit, sans se presser, sans faire un burn-out du zéro déchet et de la réduction des déchets. Voilà. Et pour conclure, je vais vous dire que le recyclage, qui avance trop lentement, est nécessaire. Il est nécessaire, mais il ne sera pas suffisant. Et en particulier dans le cas du plastique, il ne répondra jamais aux enjeux de la crise écologique et il est source de pollution dans l'environnement. Et il promet malgré lui la production d'objets peu durables, donc le gaspillage des ressources. S'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Ben voilà, je vous remercie et pour votre attention et votre écoute. Et je vais passer la parole à Florian. Merci beaucoup Anne pour ta présentation. Donc on va maintenant passer à la session questions-réponses. On a eu quelques questions dans le chat et donc on va y répondre juste après. Si vous avez d'autres questions qui viennent au cours de cette session, n'hésitez pas à lever la main directement sur l'outil Zoom et on prendra vos questions et votre prise de parole juste après les premières questions, la réponse aux premières questions. On a une première question sur les taux de recyclage par matériaux et notamment des demandes de précision sur les matériaux en acier. Et est-ce que la majorité des emballages en acier à usage quotidien correspond aux boîtes de conserve? Alors pour l'acier, justement, c'est pour ça que je l'ai un peu passé rapidement. C'est que je ne sais pas exactement ce que ça concerne pour l'acier. J'imagine que c'est les boîtes de conserve en effet et certaines canettes, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ce qui est sûr, c'est que l'acier se recycle également à 100% et quasiment à l'infini. Ok, merci. Ensuite, on a une question sur les étapes de recyclage. Que peut-on faire à partir du contrat passé entre une collectivité et le recycleur? Donc, si Maxime voulait prendre la parole pour préciser un peu votre question, n'hésitez pas. Oui, j'ai pas. Que peut-on faire? Enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est pour être sûr de ce qui va être recyclé, ce qui est effectivement recyclé chez vous, la seule manière, c'est de savoir quels contrats ont été passés pour quel flux de déchets, c'est-à-dire avec quel recycleur. Après, comment faire? Il faut s'adresser aux collectivités. Et... En reformulant la question, en fait, j'avais l'idée qui me venait déjà d'apprendre à décoder le contrat, éventuellement, parce qu'en fonction de comment il est écrit, ça se trouve, on peut en comprendre pas mal et pour savoir où est-ce que ça peut être amélioré. Et ensuite, que dans le contrat, il puisse être demandé, je ne sais pas si c'est faisable, d'avoir de 1 à 4 fois par an des données statistiques sur ce qu'ils recueillent. Parce qu'ils font du tri, en fait, ils doivent savoir à peu près. Et qu'ensuite, ça va nous permettre de passer d'un diagnostic assez concret à une stratégie d'amélioration. C'est-à-dire qu'on pourra alerter la population, mais avec les résultats précis de ce qui a été récolté dans ce secteur géographique. Donc, on ne sera pas en train de lui parler d'un autre endroit en France ou dans le monde, on sera en train de parler à la population de « voilà ce que vous avez produit collectivement les 3 derniers mois, par exemple ». Oui. Et là, il se trouve qu'en tête, en tête du diagnostic sur ce qui serait assez facile à améliorer, eh bien, on publie publiquement des alternatives pour arrêter de produire ces déchets-là. C'est-à-dire, ça serait complexe, mais gérable, parce qu'en gros, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, on sera en train de faire entre 3 ou 4 propositions de changement d'habitude. Et on pourrait laisser un peu de temps aussi aux commerçants, par exemple, de leur dire ben, vous voyez, si vous continuez à faire rentrer, que nous, on alerte la population pour qu'ils arrêtent d'acheter certains types de contenants, ben, arrêtez d'en rentrer dans vos gammes. Commencez à demander à vos fournisseurs aussi, anticipez-le. Parce que si vous en vendez de moins en moins, c'est dommage pour vous. Mais nous, en tout cas, on ne va pas cautionner d'avoir des mauvais résultats et d'être condamné à l'impuissance. Donc, est-ce qu'on peut faire quelque chose comme ça à partir d'un contrat ? Alors, je ne sais pas exactement de quelle manière on peut procéder, mais c'est sûr que ça serait vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des associations qui le font déjà, d'essayer vraiment de tracer ce qui se passe ville par ville, effectivement. Parce que là, ce que je vous ai dit, effectivement, je vous ai dit de vous reporter au contrat,
parce qu'on ne sait pas. On n'est pas... ça va vraiment dépendre de chaque collectivité, de où se trouve le recycleur. L'idée aussi est de ne pas forcément envoyer des déchets à l'autre bout de l'Europe ou à l'autre bout de la France. Et donc, d'essayer de tracer, effectivement, et de pouvoir dire de manière précise aux consommateurs où sont ce qui est recyclé de leur bac de tri. Je pense qu'il y a du travail en cours, mais il y en a encore beaucoup à faire, effectivement, pour que ça soit vraiment transparent et qu'on puisse agir ensuite. Merci. Merci. On a ensuite eu 2 questions au sujet des capsules, donc de café, Nespresso ou autre marque, et à savoir comment exactement ces marques-là recyclent leurs capsules de café. Par rapport à Nespresso ? Nespresso et peut-être de manière plus générale, oui. Alors, de manière plus générale, je ne sais pas. Moi, je connais l'exemple de Nespresso, qui est assez connu. En fait, ils récupèrent l'aluminium et ils en font des cadres pour vélo. Il y a une chose à savoir par rapport aux capsules Nespresso, quand même, c'est que le recycleur, il n'y en a qu'un. Et il est en Europe du Nord. Donc, sachez que quand vous envoyez vos capsules Nespresso, elles font quand même un gros voyage pour être recyclées. Et il y a tellement de consommation en France que ça serait bien d'avoir un recycleur directement en France. Je crois qu'on en utilise beaucoup. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question voulait dire autre chose, mais sur les capsules, je peux pas vous en dire plus. Alors, moi, je ne sais pas, mais en partage d'expérience, nous, on avait des choses à capsules et on est passé à des choses sans capsules, à une très bonne machine à café sans capsules, parce que ça permet de s'exonérer des capsules. Oui, tout à fait. Bonjour, c'est moi Bonjour. qui a posé la question et j'ai vu, il y a une autre personne qui a la même question que moi à la fin de la question dans le chat box. Comme ils sont petits, ils sont tellement petits, comment Nespresso a pu récupérer ces pièces en aluminium? Mais en fait, c'est vraiment collecté séparément. C'est sûr que comme c'est des toutes petites pièces, elles peuvent pas être captées. Vous les mettez pas dans votre poubelle de tri. C'est une collecte à part. Donc, pour les résidents, on doit les mettre dans un bin séparé? Oui, alors il faudrait que je vérifie l'information. Je pense que c'est chez Nespresso, en fait, directement. Ah, d'accord. Il faut le redéposer. En fait, c'est vrai que quand c'est un flux vraiment très spécifique comme ça, il y a une technique. Pour chaque flux, il y a une technique spécifique pour le recyclage. Donc, quand c'est un flux très spécifique, c'est vraiment une collecte séparée. Merci. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des collectes, je peux vous en dire quelques mots. Il y a plein de choses comme ça qui sont collectées dans l'attente d'être recyclées. Donc, par exemple, il y a les pommes-potes, il y a les bouchons de bouteilles, parce qu'en fait, le problème des bouchons de bouteilles plastiques, c'est que si le matériau de la bouteille n'est pas recyclé, n'est pas recyclable, le bouchon ne le sera pas. Ça va être éjecté directement lors du tri. Donc, en fait, enlever les bouchons et les mettre à part et les collecter, ça peut permettre de les recycler. Ça, c'est bon à savoir. Si vous voyez que la bouteille n'a pas le 1 ou le 2 en dessous, enlevez le bouchon et il peut être collecté séparément. Donc, on a aussi les têtes de brosse à dents, par exemple, pour ceux qui ont des têtes amovibles où on change juste la petite tête de la brosse à dents. Pour l'instant, c'est collecté. Ce n'est pas encore recyclé. Peut-être que ça le sera un jour. C'est collecté. Et quand il y aura une assez grande quantité, un recycleur pourra se pencher sur cette technique. S'il trouve une technique que c'est intéressant, parce qu'il y a un flux suffisant et un débouché derrière, ils seront recyclés. Mais il y a tout un tas d'objets comme ça qui sont collectés en attente d'eux. Merci pour la réponse. On a ensuite une question sur le recyclage du verre et notamment la différence entre tous les verres transparents et les verres colorés. Est-ce qu'il y a des traitements différents pour le verre transparent et le verre coloré? Et donc, on a notamment une remarque sur le fait que les verres colorés seraient plus compliqués à recycler. Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a une sensibilisation d'une manière ou d'une autre qui est faite sur cette différence de tri, justement? Alors, en fait, quand on a un verre coloré, ça veut dire que le verre a été mélangé avec du colorant et ça ne sera jamais séparé. Donc, avec du verre vert, on ne pourra faire que du verre vert. Ou alors, si on le mélange avec du verre blanc, on va faire du verre vert clair.
En France, on met tout dans le même, bac de tri, enfin dans le même conteneur à verre, ce qui n'est pas l'idéal en fait. Parce qu'on va obtenir des verres avec un peu de couleur, ça ne va pas être super. Ça va compliquer derrière, effectivement, le recyclage. Tandis que je crois en Allemagne, si je ne me trompe pas, en tout cas, il y a beaucoup de pays où on trie les verres selon leur couleur. Et ça va permettre de refaire du verre d'une seule couleur et derrière de refaire les emballages qui correspondent. Oui, je confirme, Anne. Enfin, c'était moi qui posais la question parce que en Autriche, ça se pratique depuis, enfin, pas qu'en Autriche, hein, mais c'est là que je le vois, où tu as vraiment des conteneurs de verre blanc, transparent, et des conteneurs de verre coloré, que ce soit vert, marron, bleu, peu importe, puisque justement, le verre transparent se recycle avec un pourcentage très, très élevé, parce qu'il n'y a pas d'additifs chimiques et de colorants qui font que du coup, c'est compliqué à séparer, il n'y a pas de déperdition. Donc, du coup, d'où ma question à un moment, enfin, est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer un peu de ce qui a été fait déjà dans ces pays-là pour voir comment est-ce qu'on a réussi à sensibiliser et à implémenter ça avec un peu d'années d'avance, on va dire, là-bas? Enfin, quelles sont les best practices et c'était quoi les bonnes méthodes et les trucs qui ont marché en termes de messages? Et voilà, pour y arriver plus vite maintenant aujourd'hui chez nous. Mmh. Ouais, parce qu'en effet, en France, en fait, on nous simplifie énormément. Je ne sais pas si on ne fait pas confiance pour trier. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, mais même le fait de simplifier le tri des emballages, ça complexifie derrière le tri, en fait. Ça demande de développer énormément les centres de tri. Pour nous, c'est plus simple, pour le consommateur, mais derrière, ça va quand même complexifier tout et ça va beaucoup freiner ça va freiner toute la chaîne derrière, en fait. Oui, et pour tout le à verre, fait. c'est pareil. Et dans beaucoup de pays, il y a beaucoup plus de flux de tri. En Italie, c'est pareil. Ils ont 8 poubelles différentes et je ne sais pas depuis quand c'est mis en place, mais ils ont l'habitude de trier l'aluminium, le papier, tout est séparé. En fait, il y a beaucoup de flux séparés et derrière, ça entraîne un recyclage beaucoup plus efficace et beaucoup plus simple. Et c'est vrai que c'est rentré. Alors, c'est dans les mœurs. Alors, je ne connais pas les taux de transformation, mais même le fait de laver en fait sa bouteille en plastique avant de la mettre dans le tri pour qu'il n'y ait pas de souillure alimentaire. Le fait de renlever l'opercule en métal parce que c'est une autre poubelle, ça semble être vraiment très, très dans les mœurs, dans les habitudes. Oui. Donc, on aurait de quoi s'inspirer de nos pays voisins pour voir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, les gens ont passé ce cap, en fait. Oui, ça serait une question à se poser parce que je ne sais pas pourquoi chez nous, finalement, on n'a que 3 flux, quoi. On a le verre, les biodéchets maintenant et le tri. Je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question, mais effectivement, on nous demande pas beaucoup, en fait. Et déjà là, on a du mal à trier, alors que c'est pas très. Ouais. Les consignes de tri font que c'est compliqué, ça n'arrête pas de changer, selon les régions, c'est différent. C'est ça qui complexifie le tri, finalement. Oui. C'est le fait que ce ne soit pas homogénéisé du tout. Ouais. Et j'avais une autre question, parce que du coup, nous, on a la chance d'habiter en maison et on s'est mis à avoir un composteur qu'on utilise vraiment très, très, très intensément et qui marche très bien. Mais je sais qu'il y a des initiatives qui sont faites aussi en ville pour des gens qui sont en appartement ou vraiment dans un environnement très, très urbain pour avoir cette partie-là en fait, du déchet qu'on puisse aussi amener ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose? Oui. Alors, non seulement c'est des initiatives, mais c'est surtout qu'il y a une obligation. Il y a une loi, en fait, européenne, qui demande qu'à fin 2023, tous les ménages aient accès au tri des biodéchets. Okay. Pour l'instant, ça représente 30% d'une poubelle. Pour quelqu'un qui ne trie pas ses biodéchets, il y a 30% de biodéchets à l'intérieur. Et donc maintenant, il y a des initiatives qui se mettent de plus en plus en place, mais parce qu'il faut. Les collectivités sont obligées de proposer des solutions. Donc, il y a le compostage collectif, il y a l'ombricompostage pour ceux qui sont en appartement, il y a le compostage d'immeubles et il y a la collecte des biodéchets aussi, qui est expérimentée dans plusieurs arrondissements de Paris et puis qui est déjà effective dans plusieurs villes en France. Une collecte comme on a la collecte des emballages actuellement. Une poubelle pour les biodéchets qui est collectée toutes les semaines, qui est un tri de plus, un flux de tri en plus. Merci pour cette réponse. On a maintenant quelques questions sur le recyclage du plastique.
Avec une première question sur quel est le business model du recyclage des matières plastiques issues des déchets ménagers? Le business model. Ce qui marche le mieux, en tout cas, le matériau qui se recycle le mieux, c'est le PET. C'est le numéro 1. Et c'est-à-dire que d'une bouteille transparente, on va faire des fibres textiles, par exemple. C'est celui qui se recycle le plus de fois et le mieux. Bonsoir. Et en fait, c'est Tariq. Bonsoir à tous. Oui. En fait, je voulais savoir au travers de cette question, Anne, du coup, quand une entreprise récolte une entreprise de recyclage récolte un déchet, est-ce qu'elle le paye, le transforme et ensuite le vend? Enfin, c'est quoi le flux financier quelque part? Parce que le côté, bon, ok, je le recycle, j'investis dans une matière, dans des machines et après je le vends à des entreprises qui vont le réutiliser. Ok, je vois bien, mais à la base, en fait, c'est quoi? Elle l'achète à une collectivité? Comment ça se passe? Alors, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'elle l'achète à la sortie du centre de tri. Mais sur la question, je ne veux pas m'engager. Je vais me renseigner pour être sûre de ce que j'avance. Okay. Mais je pense que oui, le recycleur achète la balle de déchets et va le revendre derrière. Ça me semble. Ouais, si je peux apporter des précisions. Je vais vérifier. Sur les biodéchets, effectivement, le valorisateur final reçoit une redevance pour traiter notamment les biodéchets des collectivités. Sur le plastique, j'imagine que ça doit être à peu près pareil. Oui, parce qu'en fait, pour les entreprises qui ont des déchets, elles payent une redevance. Enfin une espèce de contribution déchets. Mais par contre, les particuliers, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on la paye, est-ce qu'on la paye via nos impôts mais enfin, on n'a pas, alors qu'on est émetteur de déchets, on n'a pas de flux financier par rapport à ça, quoi. Donc c'est. Nous, on paye une petite partie. Hein. D'accord, ok. Oui, une petite partie. Mais on estime que c'est le principe du pollueur-payeur, c'est-à-dire c'est celui qui met sur le marché des produits qui vont devenir des déchets qui doit contribuer à payer pour le traitement du déchet. D'accord. C'est pas lié à la quantité des choses qu'on produit, quoi, j'imagine. Mais quand on achète de l'électroménager, par exemple, l'écotaxe, c'est nous qui la payons. Enfin, elle est très clairement affichée. D'accord. Et enfin, j'étais assez surpris de voir la distinction qu'on faisait entre valorisation et recyclage. Enfin, c'est marrant d'avoir séparé les deux parce que, bon, quelque part, le fait de recycler puis de revendre, financièrement parlant, en tout cas, il y a une valorisation quelque part du déchet. Mais en fait, du coup, c'est une valorisation énergétique. Mais c'est uniquement pour l'énergie, en fait, c'est ça? Oui, quand je dis valorisation énergétique, c'est l'incinération. Ouais. Mais lors de cette incinération, on va récupérer de l'énergie calorifique. Ok. Question suivante sur le recyclage du plastique. Quel est le circuit de recyclage des bouchons en plastique? Je le connais pas. Je le connais pas. Je sais pas exactement ce qu'on fait. Je vais me renseigner. Je reviendrai vers vous pour vous le dire. Ça marche. Ensuite, une question encore sur le recyclage en plastique. Du plastique, devons-nous rincer nos emballages avant de le jeter? Et on a eu aussi un partage d'expérience à ce sujet. Donc, si la personne qui a partagé son expérience là-dessus par chat veut également intervenir à l'oral. Je crois que c'était moi et j'en ai parlé. C'était par rapport à mon expérience en Autriche, en fait, où en effet, les gens, ils ont l'habitude de rincer leur pot de yaourt s'ils en achètent, s'ils ne le fabriquent pas eux-mêmes, mais de rincer leurs objets en plastique avant de les jeter à la poubelle et de correctement les séparer entre le bouchon, la bouteille, l'opercule, enfin tous les composants en fait qui font que c'est un truc en plastique. Ils séparent bien et ils lavent bien pour éviter justement ce que Anne appelait, je crois, la souillure ou un truc comme ça, enfin souillure alimentaire, pour que ça reste, pour que je pense le pourcentage de recyclage soit le plus élevé possible. Alors, l'étape de lavage n'est pas nécessaire. Enfin, dans les règles, on demande de vider les emballages. Les laver, ils vont être lavés à grande eau. C'est pour ça aussi que ça consomme beaucoup d'eau. Ça va être lavé derrière. Par contre, effectivement, vraiment séparer toutes les couches des emballages, ce qui va faciliter derrière le tri. Ok, merci. Pour donner un complément là-dessus, ça dépend aussi localement, parce que je sais que par exemple, dans ma commune, on nous demande de séparer les éléments gras, par exemple, comme les cartons de pizza, pour éviter que ce gras
passent sur d'autres bouts de carton, etc., qui, eux, ne sont pas recyclables. Mais c'est donc différent des boîtes de crème fraîche ou de lait, par exemple. Ouais, mais c'est un des problèmes du fait qu'on trie très peu chez nous, c'est que par exemple, alors ça, c'est les collectivités qui font le choix, pour le coup. Est-ce qu'on sépare les papiers et cartons des emballages plastiques? En tout cas, moi, là où j'habite, tout est ensemble. Et effectivement, si on lave pas ces plastiques, le gras risque de venir altérer le carton et le papier. Et là, du coup, effectivement, je pense que c'est une bonne solution de laver les emballages, vu qu'on met tout ensemble. Et que le carton et le papier, s'il est imprégné de gras, je crois qu'on ne peut pas en tirer grand-chose derrière. Ok, merci. On va prendre une dernière question, vu l'heure, sachant que l'heure tourne. Et je crois que de toute façon, on aura répondu à la grande majorité des questions. Est-ce que les consignes connaissent des freins à cause de la réglementation sur l'hygiène? Alors ça, je pense pas, mais j'ai pas la réponse non plus. Je pense pas qu'il y ait de conflit avec avec des raisons d'hygiène. Je pense pas. Okay. Et une dernière question, comme ça on aura répondu, je pense, à toutes les questions, sauf si j'en ai raté une, mais je ne crois pas. Est-ce que tu aurais à tout hasard la référence du texte de loi qui autorise le fait de pouvoir apporter ces contenants dans tous les magasins? Je vais alors j'ai pas le lien là tout de suite, mais on va vous le donner dans le mail qui suivra le webinaire. Tout à fait. Très bien. Oui, oui. Il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle loi à éplucher d'ailleurs. Et puis avec le Covid, il y a eu des limitations. Hein. Enfin, moi, je suis très preneuse de ce texte parce que à chaque fois que je me pointe avec mon contenant quelque part, on me regarde vraiment avec des grands yeux. Et même quand je me pointe dans une ferme bio, on me regarde avec des grands yeux. Oui. Il y a des fois où on me refuse mon contenant. Hein. Oui, oui, mais moi aussi. Bon, en ce moment, c'est particulièrement difficile, hein, c'est sûr, d'arriver avec son contenant. Les gens, on peut avoir en face un commerçant qui a vraiment peur pour l'hygiène. Je veux juste vous inviter à justement inverser la réflexion. Quand le commerçant vous refuse le contenant parce que vous l'avez peut-être contaminé, on pourrait aussi objecter que le contenant qu'il nous donne, on ne sait pas en tant que consommateur qui l'a touché. Peut-être que toute l'équipe l'a manipulé derrière. Donc, voilà, c'est pas forcément la réponse qu'il faut leur donner, mais voilà, ça va pas que dans un sens. On peut, nous aussi, légitimement, ne pas vouloir prendre de risques et préférer être servi dans notre propre contenant, qu'on aura touché seulement nous. Ça peut être une réponse à apporter. J'en profite d'ailleurs, excuse-moi Florian, mais j'y vais en direct. Ça me fait penser, parce que j'essaye du coup à chaque fois de répondre avec une solution un peu de consigne, d'accord, en disant mais pourquoi vous acceptez pas en fait vous mettez pas en place un système de consigne avec en plus des contenants pas en plastique idéalement mais en verre ou en autre chose. Et là en général, je me heurte aussi souvent à une grande incompréhension. Alors, on me rétorque parfois non, mais ça, c'est pas rentable. Non, mais ça, c'est trop compliqué. Donc, est-ce qu'il y a déjà, à ta connaissance, des initiatives quand même qui sont un petit peu en route pour généraliser ce principe-là? Bien sûr, et de plus en plus. Oui, ça se développe énormément, en fait, la consigne. Et ça peut être aussi dans des contenants en plastique, mais du plastique de bonne qualité qui va être réutilisable et qui est du coup plus léger quand même. Hein. Ça peut être aussi un avantage. Et ça se développe vraiment de plus en plus. Dans le groupe Zero Waste dans lequel je suis, on va voir les commerçants et on leur propose justement, on les met en contact avec des réseaux de consignes et qui peuvent même assurer le lavage. Et financièrement, ça revient un tout petit peu plus cher, alors je n'ai pas les chiffres, hein, un tout petit peu plus cher que d'acheter des emballages jetables. Parce qu'en fait, on va remplacer des emballages jetables que eux payent. Mais ça se développe vraiment de plus en plus, la consigne. Il y a un gros travail là-dessus en cours. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Comme je vois qu'on aborde à peu près la fin du webinaire, on vous avait préparé un petit quiz pour la fin, un petit quiz-clusion qui fait office de conclusion, pour savoir si vous avez retenu la différence entre tri et recyclage. Alors, je vous laisse répondre avec vous-même, évidemment, hein. Pas besoin que vous soyez 40 à répondre. Est-ce que vous vous souvenez également des plastiques qui sont réellement recyclés en France
Et est-ce que après ce webinaire, vous êtes capable de citer 3 gestes pour réduire vos déchets au quotidien? Et si vous savez répondre à ces 3 questions, je pense qu'on aura rempli la mission qu'on s'était donnée pour ce soir. Je crois, Anne, si tu confirmes qu'il n'y avait pas d'autres pages derrière. Non, c'est bon. Donc, je vous On est tout. remercie. Merci Anne pour ta présentation qui était super claire et hyper intéressante à suivre. Merci à toutes et à tous pour vos questions. C'était super, super chouette de voir que le débat était animé et que chacun a participé également à amener ses réflexions. Et on espère que vous repartez riche d'enseignements et d'envie de mettre des choses en place après ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.